Des minibus. Il est 9h24, merci d'être avec nous. La suite du petit déjeuner de l'actu avec notre invité ce matin, Jean-Pierre Aubin, qui est avec nous, ancien inspecteur de l'éducation nationale. Bonjour. Bonjour. Vous venez pour ce livre « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » aux éditions Hermann. Oui, parce que c'est le jour J aussi, avec le discours qui est attendu d'Emmanuel Macron sur le séparatisme, le communautarisme. Alors lui, il parle des séparatismes en fait maintenant, mais il y a, et on verra s'il y aura un volet dans le projet de loi sur l'éducation nationale, parce que, évidemment, ça commence par là. Et ça, vous l'avez repéré dès les années, fin des années 90, début des années 2000, oui. avec des dérives. Racontez-nous pour les auditeurs qui connaissent pas ça. Moi, la première fois que j'ai été confronté à ce problème de radicalisation islamiste, c'était lors d'une enquête sur les ZEP en 1996, dans un collège de Lyon, intramuros, le collège Longchambon, où le principal, à la fin de ma visite, me dit « Monsieur Aubin, je dois vous dire quelque chose. Aujourd'hui, mes 2 derniers élèves juifs sont partis. » Et je tombe des nues, je comprends pas ce qu'il veut dire. Je fais répéter, il m'explique longuement que c'est dans ce quartier qui était construit pour accueillir les rapatriés d'Algérie. Il y avait beaucoup de juifs, il y avait plusieurs dizaines d'élèves. Et que sous le fait des menaces, des violences verbales, puis physiques, malgré les conseils de discipline qu'il avait faits, certes, il avait pu faire cesser les violences à l'intérieur du collège, mais pas à l'extérieur, sur le chemin de l'école. Et les parents s'étaient lassés. Et les 2 dernières familles, dit-il, républicaines, qui avaient tenu le plus longtemps, avaient finalement craqué. Et le rectorat exfiltrait d'une manière extrêmement discrète ses élèves vers des établissements entre guillemets protégés du centre-ville. Et puis beaucoup de familles juives choisissaient l'enseignement catholique également, qui est important sur la ville de Lyon. Et tout ceci se faisait dans le silence, j'ai dit même l'omerta. Et pourquoi ce silence ? Eh bien parce que c'était quelque chose qu'on ne voulait pas voir. C'est le déni. Nous-mêmes, à l'inspection générale, lorsque nous avons remis ce rapport, on a eu des collègues qui ont dit « ce que vous dites n'est pas vrai ». Voilà, c'est faux. Alors qu'on l'avait vu, on l'avait observé, on ne faisait que transcrire nos observations. C'est une réalité très gênante qu'une partie de la population, une partie de la jeunesse fasse sécession, maintenant on le dit, c'est un mot qui a été employé par Emmanuel Macron, et on arrive à des violences. Depuis, ça s'est banalisé, si je puis dire, puisque donc plusieurs milliers de jeunes Français sont partis faire la guerre, le djihad au Moyen-Orient, que plusieurs centaines en sont morts. Alors qu'à l'époque, on n'avait même pas idée que ça puisse arriver. Vous dites, puisque vous revenez sur les responsables politiques, puisque vous avez pondu un texte que vous avez proposé 3 fois à l'époque à François Fillon. À chaque fois, il l'a mis sous le tapis. Et vous dites, en fait, ce qui manque sur nos responsabilités politiques, c'est la lucidité et le courage surtout. Oui. Les deux. Enfin, on n'est plus dans une période d'aveuglement. Aujourd'hui, grâce à Jean-Michel Blanquer, une phrase qu'il a dite, que je rapporte au recteur lors de son arrivée, « On ne fait plus semblant de ne plus voir, de ne pas voir ». Et donc, c'était justement une invite à la lucidité. Et d'une certaine manière au courage. Bon, mais le courage, ça ne se décrète pas. Et moi, ce que j'observe dans les établissements scolaires, c'est qu'il y a encore beaucoup de professeurs, beaucoup de chefs d'établissement qui ne disent pas, qui ont peur de dire, pour des tas de raisons. Alors, mais ils ont peur de qui ? Alors, ils ont peur d'être stigmatisés eux-mêmes, d'avoir peur des parents d'élèves, réplique des parents d'élèves, des élèves. Ils peuvent avoir peur de leurs élèves, ils peuvent avoir tout simplement peur pour leur carrière. Dire je ne sais pas faire avec des élèves, oser dire je m'auto-censure. Aujourd'hui, plus du tiers des enseignants s'auto-censurent. Et en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, plus de la moitié.
Et alors ça passe par quoi, par exemple, s'auto-censurer? Bon, il y avait l'histoire, bon, ça c'était en maternelle des 3 petits cochons, c'est-à-dire qu'il fallait pas effectivement réciter en fait cette fable. Ça c'est une demande des parents. Oui, de c'est une demande des parents. C'est pas de l'autocensure. Non, ça c'est une demande des parents. L'autocensure, j'en donne un excellent exemple, emblématique en tout cas dans le livre. Cette mère d'élève qui téléphone au proviseur d'un lycée de Lyon pour lui dire voilà, mon fils me dit que le professeur d'anglais et le professeur d'histoire-géographie ont décidé de ne plus étudier les États-Unis. À la demande de la déléguée de la classe, au prétexte que les États-Unis sont l'ennemi des musulmans, entre guillemets. Voilà. Et le proviseur tombe des nuls, convoque les professeurs, les recadre, etc. Alors, on en parlera dans quelques instants. Dans un instant, Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale, avec ce livre, Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école. C'est bien ça, c'est pénétrer en fait l'école. Et aujourd'hui encore, on va en parler de cette situation parce que elle s'aggrave. Elle s'aggrave et on ne fait pas grand-chose. C'est ça qui est quand même assez déplorable. Vos appels 0826 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h33, Jean-Pierre Aubin est avec nous ce matin pour ce livre, ancien inspecteur de l'éducation nationale, Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école. Avec nous, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. D'ailleurs, on a des appels déjà au standard avec Renaud qui est avec nous. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. On vous écoute Renaud. Moi, je pense qu'en fait, parce que pour l'instant, c'est un projet de loi. Moi, je pense qu'en fait, ce projet de loi, en fait, est bien plus compliqué que ce que ça en a l'air. Parce qu'on nous parle des séparatismes. Donc là, pour l'instant, on met le doigt sur l'islamisme, les musulmans, etc. Mais moi, je pense qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que si on fouille un peu au niveau de séparatisme en France, on va commencer à nous parler des séparatistes corses avec le FLNC, on va nous parler des séparatistes basques, et on va commencer à parler des différences et des inégalités qu'il y a d'une région à l'autre. Et si on va par là, effectivement, des inégalités d'une région à l'autre, il y en a, mais alors une flopée, que ce soit au niveau social, que ce soit... Oui, mais enfin, c'est un autre sujet, Renaud, ça, quand même, non? Oui, mais pour moi, ça englobe, en fait. En fait, ce projet de loi il va être trop vaste, il est beaucoup plus large que ce qu'on veut bien nous dire. Et pour moi, en fait, M. Macron, excusez-moi, je vous le dis comme je le pense, mais M. Macron est déjà en train de préparer la prochaine élection présidentielle. D'accord. Mais sur le sujet du jour, Renaud, c'est-à-dire comment, avec Jean-Pierre Aubin, l'ancien inspecteur d'éducation nationale, qui a enquêté pendant des années, qui a vu en fait les choses sur la pénétration de l'école par l'islamisme, est-ce que là vous avez une question? Parce que vous avez vécu, je vois en fait des années dans les quartiers de Toulouse, quoi. Est-ce que vous l'avez vu, vous aussi? Mais écoutez, moi j'ai grandi à Bagatelle, c'est proche du Mirail à Toulouse, et honnêtement, moi, j'ai été dans l'école du quartier et je n'ai pas jamais vu ce problème-là. Alors effectivement, on avait des parents qui arrivaient en tenue, voilée, etc. dans l'école, etc. Mais ça ne posait aucun problème. Et effectivement, dans ce quartier-là, il y avait des problèmes, mais ce n'est pas dû à l'islamisme ou à la radicalisation. C'est juste que on n'est pas capable de mettre l'ordre là où il faut quand il faut, et du coup, excusez-moi, moi je vous le dis comme je le pense, même si effectivement peut-être que dans des écoles il y a eu une rentrée de l'islamisme, certains élèves qui pouvaient être radicalisés. C'est notre sujet, Renaud, ce matin. Parce que dans certaines mosquées ou dans certains endroits, il y avait un certain prosélytisme un petit peu dangereux. Je l'entends, mais si on n'est pas capable d'avoir l'œil sur ça, de faire attention à ce qui se passe dans notre propre pays, malheureusement on en arrive à ça. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Renaud, du coup, moi ma question aujourd'hui elle est simple. Est-ce qu'on ne cherche pas en fait à ce qu'il y ait encore plus de communautarisme
et qu'on en vienne justement à, je vais peut-être exagérer, mais à un moment donné, je pense qu'on va finir à une nouvelle guerre des religions. Ouais. Ah bon, alors je ne sais pas. Est-ce qu'on cherche en fait à avoir une guerre entre les communautarismes? Jean-Pierre Aubin, vous, c'est peut-être pas votre spécialité en tant que telle. En revanche, ce que vous constatez, c'est que elle existe déjà dans la cour des écoles et dans certaines classes, quoi. Et de plus en plus jeunes. Oui, c'est-à-dire qu'on a maintenant des quartiers, une société française en général, et des quartiers qui se ghettoisent, qui s'homogénéisent. Ouais. Et lutter contre l'islamisme dans ces conditions devient très difficile parce que les gamins n'ont jamais connu qu'une culture, une religion, y compris à l'école. Et même souvent au collège, il y a ce témoignage qui est extraordinaire de Khaled Kelkal, qui est le premier terroriste islamiste français, qui a été interrogé en prison par un sociologue allemand. Et il dit, moi, à l'école, au collège, on était entre nous. C'est les Français qui s'intégraient, entre guillemets. Et puis, patatras, il est bon élève. Il arrive dans un lycée du centre-ville de Lyon, un lycée bourgeois, prestigieux, et là, il ne comprend plus. Il ne comprend pas où il est, dans quelle société il est. Et il suit à ce moment-là l'itinéraire qui est devenu classique de la radicalisation, drogue, trafic, rencontre avec un imam en prison, et radicalisation et passage au terrorisme. Mais puisque, vous le décrivez, en fait, cette situation de l'islamisme quand même qui s'est implanté dans les écoles et dans beaucoup de quartiers et de plus en plus, qu'est-ce que font les professeurs? Qu'est-ce que font les proviseurs, les chefs d'établissement? Pourquoi ils ne parlent pas davantage aujourd'hui? C'est quoi? C'est une idéologie politique qu'il y a derrière ou pas? Il y a plusieurs facteurs que j'examine d'une manière chapitre après chapitre dans mon livre. Il y a d'abord une responsabilité politique, et en particulier de la gauche, mais pas uniquement, qui a abandonné la République, la laïcité, pour adopter des idéologies victimaires ou identitaires ou droits de l'homisme, qui ont laissé le champ libre d'une part à l'islamisme et d'autre part au populisme. Et en fond, ces deux grandes idéologies qui aujourd'hui présentent une forte dynamique, et pas seulement en France, elles sont d'accord sur le fond. C'est-à-dire, l'islam et l'islamisme, c'est la même chose, il n'y a pas de différence à faire. D'un côté, parce que les islamistes sont les seuls vrais musulmans, et puis de l'autre côté, parce que c'est l'islam qu'il faut combattre et pas l'islamisme. Or, ce qu'il faut combattre, selon moi, c'est ce projet politique, cette idéologie politique qui est l'islamisme, qui n'est pas une religion. Et je suis Mais dans les classes, les professeurs le voient dans certains établissements, quand ils ont 80% effectivement d'élèves qui sont musulmans, quelle attitude peuvent-ils adopter eux-mêmes? Ils le voient, ça, ils le sentent. Ils sont, pour la plupart, désemparés, dans le désarroi. C'est plutôt l'attitude majoritaire. Et pourtant, il y a moyen de signaler. Et aujourd'hui, ils ne le font pas. Si, ils le font, mais comme le dit le dernier rapport de l'inspection générale rendu à Jean-Michel Blanquer en novembre dernier, ça passe sous le radar, beaucoup. Pour des tas de raisons, ce qui remonte, c'est la partie émergée de l'iceberg. Prenez le cas de l'autocensure. Personne ne va se signaler, s'étant autocensuré. Donc tout ce pan entier qui n'est pas le seul atteinte à la laïcité qu'on observe, mais qui est quand même quelque chose de préoccupant, bien ça, par définition, ça passe sous les radars. Voilà. Puis il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne va pas avouer qu'on a eu des difficultés. Mais est-ce que vous ne croyez pas? Parce que là, en fait, c'est quand même une situation très préoccupante et grave, que vous décrivez en fait dans ce livre. Est-ce que ce ne sont pas d'autres moyens que les moyens de l'éducation nationale qui doivent intervenir dans les classes, d'autres effectifs, en dehors en fait des profs qui ne pourront pas faire autre chose pour venir enseigner les véritables valeurs de la République? Est-ce qu'il ne faut pas en venir là? Franchement, dans ces classes où les élèves vont remettre en question tout ce qui sera dit par les profs, quoi. Je pense que ces personnes-là. C'est radical, ce que je dis, mais oui, c'est radical. Je ne sais pas si dans votre esprit ces personnes ont des uniformes ou pas. Ah non, mais ce sont des gens qui sont formés, qui seraient formés. Mais on n'y pense pas. Ces personnes-là, elles n'existent pas. Non, aujourd'hui, elles n'existent pas. Quitte à faire de la formation,
mieux vaut former les professeurs eux-mêmes. Oui. Mais là, on est vraiment dans une... Oui, mais les professeurs, ils ont déjà leur matière, ils sont déjà dans un schéma, ils ne pourront pas le faire, si. Mais on le fait, l'éducation nationale le propose, ces formations ? le propose, mais trop modestement. 6% des enseignants en exercice déclarent avoir été formés à la laïcité. Et pour les jeunes enseignants qui sont actuellement dans les INSPE, dans les écoles de formation universitaire, eh bien, c'est 25% qui ont reçu un enseignement. Et ces 25% disent, pour 50%, pour la moitié d'entre elles, eh bien, cette formation était de mauvaise ou de très mauvaise qualité. Ah oui, en plus. Donc là-dessus, le ministre le sait, il connaît ce constat. Il a été fait en 2018. Et donc, il y a vraiment un effort formidable à faire de formation des enseignants, des personnels de direction et même de l'ensemble des personnels. Parce que dans mon livre, je montre des atteintes à la laïcité de la part de personnels territoriaux, par exemple. Bien sûr. Mais vous donnez des exemples pourtant. Le refus de l'enseignement, vous en parlez. La nourriture, l'histoire de la tomate avec le petit enfant, le petit juif qui n'a pas accès à la tomate parce que c'est pas sa religion. La mixité contestée avec des certificats de complaisance, des allergies au chlore. Enfin, il y a quand même des exemples hallucinants où on pourrait signaler, de dire ce petit-là ou cette petite-là ne viendra pas à l'école pour des raisons absurdes. Oui, bien sûr. Bah, pas absurde pour certains, mais bon. Je pense que là, une reprise en main non, mais pour l'école laïque s'impose, c'est-à-dire il faudrait que chaque responsable à chaque niveau sache qu'il ne doit plus être complaisant. Et donc, par exemple, 18% des atteintes à la laïcité de la part d'élèves entraînent une procédure disciplinaire. Une procédure disciplinaire, ça ne veut pas dire exclure, ça veut dire simplement au départ un simple avertissement. 18%, c'est pas possible. Il faudrait vraiment que les responsables soient encouragés à faire du 100%. On ne laisse rien passer. Allez, on va au standard, Cécile, avec Jacques qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Mais moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est on a commencé avec le multiculturalisme, ensuite nous sommes passés au communautarisme et maintenant nous sommes passés au séparatisme. Certes, la France est le pays d'hiver, mais on cherche à chaque fois de nouveaux mots pour utiliser comme des cache-misères pour nier la réalité. Parce que en fait, de quoi ce séparatisme est-il le nom ? Eh bien, tout simplement d'une immigration massive et incontrôlée pendant des décennies, avec un phénomène aggravant qui a été de constituer de véritables colonies de peuplement dans des ghettos et en faisant en sorte que ces gens-là soient exclus, je dirais, du champ social et culturel français et qu'ils se retrouvent entre eux. Vous aurez remarqué que si les statistiques ethniques sont interdites, l'habitat ethnique, lui, est autorisé. Il suffit de se référer aux bailleurs sociaux qui organisent l'immeuble des Maghrébins, l'immeuble des Sénégalais, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il en résulte ? Il en résulte que ces gens-là organisent leur mode de vie, qui est totalement, je dirais, différent de celui du français moyen, et ils font jouer leur solidarité première, qui est la solidarité communautaire, et ce qui est tout à fait normal et qu'on ne peut finalement pas... Et ça se retrouve, et ce que vous voulez dire aussi, Jacques, c'est que ça se retrouve à l'école, quoi. Ça se retrouve à l'école, mais ça se retrouve aussi partout. C'est-à-dire que leur solidarité première, il suffit de connaître une communauté, de savoir comment fonctionne une communauté pour savoir que la première des solidarités, elle est entre les gens de la communauté. Vous avez qu'à voir au niveau des Corses, même s'ils n'étaient pas tous indépendantistes, ils, par, je dirais, solidarité naturelle, ils ne s'opposaient pas réellement aux indépendantistes. Et bien, on retrouve le même phénomène avec une échelle bien évidemment de toute autre nature au niveau de l'islamisme. Et quand j'entends votre invité et tout le monde, parce que c'est le politiquement correct qui l'impose, on dit attention, c'est pas tous les musulmans. Certes, tous les musulmans ne sont pas islamistes, mais
l'islam est le terreau fertile de l'islamisme. Il s'agirait peut-être de prendre déjà en compte cette réalité-là. Hein. Donc la solution, elle est que ça va au-delà de l'école. La solution, elle est que il faut, démembrer ces quartiers. Ouais, mais alors, démembrer ces quartiers et faire en sorte d'organiser une grande micité de façon à ce que ces gens-là... Oui, ça c'est vrai, Jacques, c'est intéressant. On va merci Jacques pour votre réflexion. Est-ce que oui, parce que là, c'est vrai qu'il y a une absence totale maintenant de mixité un peu dans ces établissements, dans ces quartiers, hein, Jean-Pierre Aubin. Oui, c'est d'ailleurs l'un des chapitres de mon livre, comment retrouver de la mixité sociale. C'est un préalable, c'est vrai. Votre auditeur a raison sur un point, au moins, c'est que, dans cette absence de mixité, il n'y a plus d'intégration possible. Bah non. Intégrer à quoi ? Pour les enfants qui n'ont jamais connu que leur milieu, leur culture, leur religion, etc. Donc, il y a un effort à faire qui est considérable et qui ne concerne pas prioritairement et au premier chef l'éducation nationale. Bien sûr. Et là-dessus, je cite Jean-Louis Borloo, devant les commissions Stasi en 2003, qui déclare que si on veut faire ça, il va falloir dégager beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, parce que ça veut dire que, comme le dit Jacques, ça veut dire démembrer donc des quartiers, répartir la population. Enfin, on n'en prend pas le chemin, ça, on n'y arrivera pas. Oui, et puis c'est pas dans mon domaine de compétences, donc je ne vais pas m'exprimer. Mais l'éducation nationale peut en prendre sa part, parce que la réalité, c'est que dans les établissements scolaires, il y a une surségrégation par rapport aux quartiers. Il y a toujours proportion plus importante d'enfants d'immigrés que d'immigrés dans le quartier. Ou de musulmans ici et là. Donc il y a d'abord un effort à faire de l'éducation nationale qui peut revenir sur cette tendance qui est maintenant connue, documentée, des chercheurs ont travaillé dessus et on sait pourquoi et ce qu'il faudrait faire. Oui, mais vous avez parlé des enfants juifs en démarrant cet entretien donc à Lyon, bien sûr à l'époque, mais aujourd'hui dans certains quartiers, ce ne sont plus seulement les enfants juifs, c'est des enfants qui ne sont pas d'origine immigrée, qui sont aussi parfois rejetés, quoi. Ça existe, ça, non ? Oui, on peut parler de harcèlement ou une forme de ségrégation, quoi. Vous dites ou sur de 100 000... tentative de conversion, ou de prosélytisme d'ailleurs. Aujourd'hui, des parents qui mettent leur enfant dans l'école publique, je me pose la question, sont-ils assurés qu'ils ne vont pas être l'objet de prosélytisme, d'une propagande religieuse, ou bien qu'ils ne vont pas être harcelés parce qu'ils ne sont pas conformes. Ils s'habillent, par exemple, leurs enfants ne s'habillent pas pareil, n'ont pas le même comportement, en particulier pour les filles. Donc tout ceci est préoccupant et on voit un mouvement quand même des parents aujourd'hui vers soit changer d'établissement, soit aller vers l'enseignement privé pour des raisons de sécurité de leur enfant. Et ça avait lieu. Et avant, on cherchait la bonne école, entre guillemets, en fonction de critères pédagogiques. Aujourd'hui, en fonction de critères de sécurité. Le chiffre, c'est juste de dire que sur 100 000 enfants juifs scolarisés dans le système éducatif, 2 tiers aujourd'hui ont quitté l'école publique. Exactement, oui, en 15 ans. Merci, en tout cas, Jean-Pierre Aubin. Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ? Je vous conseille évidemment ce livre qui va peut-être ressortir, là. Oui. Auprès des pouvoirs politiques. Ils vont peut-être s'en servir, là. En tout cas, Jean-Michel Blanquer, vous avez des contacts avec lui, il s'est saisi de la question. Il l'a apprécié même. Et des retours de profs, non ? Vous avez eu des retours d'enseignants ? J'ai quelques courriers, alors c'est surtout des professeurs à la retraite qui m'écrivent, parce que les autres n'ont pas le temps sans doute, pour à chaque fois me dire, moi voilà ce que j'ai vécu, toujours des témoignages. Des témoignages, quoi. Et des gens qui n'osaient pas parler peut-être aussi à une certaine époque, quoi. Voilà. Allez, dans un instant, comme chaque vendredi, pourquoi Macron veut-il une loi sur le séparatisme ? On le voit avec Emmanuel Razavi, qui est avec nous chaque vendredi, de Global Geo News. C'est de la géopolitique, mais appliquée en fait à la France. Vous allez voir, c'est particulièrement intéressant. Restez avec nous.